savoir parenté et traduction, ainsi qu'interprétation. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet tout aussi brûlant, mais cette fois résolument tourné vers l'avenir de notre écosystème. La traduction et l'interprétation. Donc, la traduction à l'ère de l'intelligence artificielle. Que doivent enseigner les universités et qu'attend vraiment le marché? Donc, nous le savons, plus personne ne traduit aujourd'hui comme il y a 10 ans, car les modèles génératifs s'inventent dans nos chaînes de travail. Les clients changent leurs attentes et les écoles peinent parfois à adapter leurs programmes assez vite. Donc, ce webinaire n'est pas un énième débat apocalyptique sur l'IA va-t-elle nous remplacer. Non, non, nous voulons aller plus loin. Nous voulons, nous voulons aller plus loin, plus concrètement. Nous voulons répondre à trois grandes questions, à savoir comment l'enseignement universitaire a-t-il évolué au fil des années? Comment devrait-on adapter la formation à la traduction à l'ère de l'intelligence artificielle, ainsi que comment prospérer sur le marché de la traduction face à la tendance actuelle de l'IA. Et pour ce faire, nous avons invité trois panélistes qui vont partager avec nous leur expérience, qui vont nous donner leur avis à ce sujet. Donc, sans plus tarder, je vais de ce pas présenter le premier ou alors la première, on ne sait jamais, on va découvrir panéliste. Donc, ok. Donc, comme je le disais, je vais présenter le ou la première panéliste. Nous ne le savons pas, nous allons tous découvrir. Donc, cette personne, euh, comment est-ce que je vais dire? Ok. Donc, ok. Donc, cette personne, notre invitée, est une chercheuse ou alors est une personne qui ne sépare jamais la théorie de l'engagement. Après un premier cycle en anglais et en français, cette personne a choisi la voie exigeante de la traduction littéraire. Sa thèse de doctorat obtenue avec la mention très honorable à l'Université de Yaoundé 1 porte sur un sujet audacieux, à savoir la traduction des œuvres littéraires françaises vers les langues africaines, en l'occurrence l'Ewondo, un terrain encore largement inexploré par la traductologie occidentale. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle a enseigné dans plusieurs grandes institutions du Cameroun, du Sénégal et est aujourd'hui chercheuse postdoctorale à Vrije Université de Bruxelles, bénéficiaire du projet, bénéficiaire du prestigieux label Marie Curie Seal of Excellence. Ses travaux actuels portent sur un thème aussi troublant que nécessaire, à savoir la représentation de la violence en traduction littéraire et la manière dont celle-ci propage ou se transforme dans l'esprit du lecteur, agissant comme un véritable agent culturel. Autre facette tout aussi cruciale est l'une des rares spécialités à réfléchir à la virtualisation de la formation des traducteurs. Autrement dit, comment adapter nos pédagogies au monde numérique à l'irruption de l'IA, sans perdre nécessairement l'essence de la médiation humaine. Elle coordonne également le master en traduction et interprétation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et elle est membre active de plusieurs réseaux de recherche en traductologie africaine. Autant dire qu'elle navigue avec une agilité rare entre ces trois pôles, à savoir les langues d'Afrique, les théories critiques de la violence et les technologies de demain. Donc, chers participants, préparez-vous à une conversation qui dépassera les clichés. L'IA risque-t-elle de supplanter les traducteurs humains? Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole, je vais passer la parole à notre première intervenante, professeur Ngola. Vous êtes là? Bonjour, professeur Ngola.
Alors, Alors, bonjour, voyons. désolé, mon micro n'était pas activé. Bonjour, bonjour tout le monde. D'accord. Comment allez-vous, professeur? Bonjour. Ça va très bien et Bonjour. j'espère Comment que allez-vous, vous professeur? aussi. Oui, oui, Je ne je sais vais pas bien, si merci. vous me Alors, recevez professeur, convenablement, j'espère. oui, 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 nous vous recevons. D'accord, d'accord. D'accord. Voilà. Donc, professeur, à votre avis, comment l'enseignement, donc étant donné votre background et vos projets, nous aimerions savoir comment l'enseignement universitaire a-t-il évolué au fil des années? Alors, merci et bonjour à tous. Un bonjour particulier ou un bonsoir particulier à mon collègue Emmanuel Tapon et camarade de promotion et au professeur Ndefo qui a été parmi l'un de nos enseignants et encadrants. Alors, sans plus tarder, et j'espère que je ne vais pas abuser de votre temps et de votre patience, je vais parler brièvement de ce que la traduction aujourd'hui, ou alors ce que l'intelligence artificielle fait de la traduction et en même temps des craintes que légitimement nous pouvons nourrir quant à ce qui adviendra du traducteur. Je vais également essayer, pour ceux qui sont intéressés, de parcourir le gap, ou alors, comment dire, l'abysse qui sépare aujourd'hui la traduction telle qu'elle est enseignée à l'heure de l'intelligence artificielle et la demande qui exige ou alors qui a pour élément fondamental l'accélération de la demande. Alors, pour commencer, je vais un peu planter le décor en parlant de l'évolution de la formation universitaire, plus particulièrement des programmes de traduction et d'interprétation en Afrique, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Au départ, c'est-à-dire dans les années 1980, la formation, comme nous le savons, était essentiellement basée sur un apprentissage informel, entendu par là Ok, que la formation et les programmes de formation n'étaient pas encore suffisamment ok. structurés. Et depuis les années 80, les programmes universitaires spécialisés ont commencé à voir le jour en Afrique, notamment avec l'ASTI, qui est l'une des premières unités de formation, je crois que c'est 1985, c'est-à-dire exactement 41 ans aujourd'hui, en Afrique centrale. Il y a eu quelques programmes au Nigeria, au Ghana également dans les années 80, mais qui n'étaient pas essentiellement couvertes par des formations spécialisées, mais davantage par des programmes de master dans des départements de linguistique. Aujourd'hui, la plupart des programmes de formation concentrent leurs enseignements sur la théorie de la traduction, les techniques de l'interprétation, de la traduction, pas beaucoup sur les questions d'éthique. La terminologie également fait partie de la conversation ainsi que de la pratique professionnelle. Alors, cette évolution dans l'espace et dans le temps fait en sorte que la profession devient de plus en plus euh, professionnalisée, si on peut dire ça comme ça. Et ce que les universités à ce jour ont appris à faire ou à bien enseigner, c'est davantage la maîtrise des langues,
de manière globale, hein, c'est une observation qui concerne tant l'Afrique, du moins toute l'Afrique subsaharienne, les méthodologies de la traduction, la compétence interculturelle, la prise de décision éthique, mais il faut dire que les questions de prise de décision éthique ne sont pas autant abordées que les éléments précédents. On reviendra d'ailleurs là-dessus. Les universités excellent également dans l'enseignement de l'interprétation consécutive et simultanée et plus ou moins, hein, pas beaucoup, mais relativement dans les aptitudes en matière de recherche. Donc, c'est dire que ces programmes-là en Afrique sont passés de la formation en langue à la compétence, au développement de la compétence professionnelle. Et je profite d'ailleurs là pour souligner que il y a un ouvrage édité par le professeur Jamel Goui de l'université de Ouargla en Algérie, qui a une très bonne idée, celle de réunir des professionnels de la traduction, des chercheurs en traduction pour cartographier cette évolution sur pratiquement 40 ans d'enseignement de la traduction en Afrique. Alors, je ne sais pas si mon partage d'écran est effectif. Dans mon propos, j'ai davantage choisi de schématiser ce que j'ai appelé le choc de la réalité après les diplômes pour les jeunes diplômés. Et j'ai divisé ça en 5 grandes périodes qui font la crise de l'évolution universitaire en opposition avec l'évolution du marché. Évidemment, ça c'est pour les jeunes diplômés qui ont été formés dans des écoles en Afrique subsaharienne plus précisément. Alors, avant les années 80, évidemment, nous avons un apprentissage plus ou moins informel, c'est-à-dire les institutions, les institutions elles-mêmes n'étaient pas formelles. L'apprentissage se faisait plus ou moins sur le tas. Il y avait une forte participation, contribution des missionnaires, des employés de bureaux, des interprètes administratifs. Et au niveau technologique, il y avait ce flux traditionnel qui se matérialisait par la traduction sur du papier, l'interprétation face à face et un accès limité véritablement aux ressources numériques. Cette tendance a plus ou moins évolué entre les années 80 et les années 90. Au plan universitaire, on a noté l'émergence des programmes beaucoup plus spécialisés avec comme les premières écoles, l'ASTI, etc. Les masters également au sein des facultés ont été créés et le point saillant, le point sur lequel les formations insistaient, c'était davantage les techniques de traduction et d'interprétation. Donc ça, c'était à l'université dans les années 80-90. Sur le plan du marché, on a dans cette même période une évolution ou un développement des outils d'aide à la traduction et des ressources numériques et qui se sont matérialisés par l'émergence des mémoires de traduction, les bases de données terminologiques, et puis on a constaté une sorte de flux, un début du flux numérique véritablement dans les premiers pas. Ensuite, dans les années 2000, pour certains, n'est-ce pas, nous étions déjà pour certains, ils étaient déjà à l'école, en formation, ils peuvent facilement se retrouver dans mon propos. Dans les années 2000, à l'université, il y a eu une intégration progressive de cette technologie, même si elle n'était pas en termes de pourcentage égal à celle des enseignements théoriques et des techniques de traduction. On a quand même noté dans les années 2000 qu'il y avait cette introduction aux outils d'aide à la traduction. On avait également une insistance sur la gestion terminologique, les aptitudes
en termes de recherche et de documentation, et puis des travaux, des projets et l'éthique professionnelle. Alors, simultanément, sur le marché, on avait euh, la globalisation et l'externalisation qui ont émergé comme techniques de prise en charge des projets de traduction, c'est-à-dire une augmentation des contenus, la gestion de nombre de langues plus importants. On a également, en dehors de cette externalisation des travaux dans les agences de traduction dans les années 2000, on a également constaté qu'il y avait la localisation qui faisait son bout de chemin. Euh, tous, ce, tous ces éléments concouraient ou alors répondaient à un besoin de délai beaucoup plus ferme au sein des entreprises et à la pression du volume de travail. Dans les années 2010, les universités, évidemment, pour s'arrimer à la question de la globalisation et de l'externalisation dans les entreprises, ont intégré la professionnalisation avec une orientation sur le marché pour certains programmes. Évidemment, ce n'était pas quelque chose de très homogène. Alors, on est passé dans le domaine de l'enseignement à des simulations de conférences, au stage dans l'industrie, avec l'établissement de la coopération et des partenariats, avec peut-être des administrations et des agences de traduction. Au même moment, dans les années 2000, les besoins du marché sont passés à de nouveaux services et un nouveau mode de travail. Notamment la localisation, le sous-titrage, la transcréation, l'interprétation à distance, le travail sur les plateformes cloud et les outils collaboratifs. Enfin, les années 2020 qui répondent plus ou moins aux problèmes, n'est-ce pas, de la pandémie, au problème qu'a apporté la pandémie de la COVID-19. En 2020, les universités se sont vues obligées d'intégrer l'intelligence artificielle et de s'intéresser à la question du numérique. Évidemment, c'est une problématique émergente qui met en difficulté les universités. Euh, et évidemment, les programmes, certains ont dû s'arrimer à la question de la formation sur l'intelligence artificielle, la traduction. Nous avons eu l'émergence de la question de la post-édition, un renforcement de l'enseignement, de l'interprétation à distance et de ses outils accompagnateurs. La localisation et les contenus numériques ont également connu une montée fulgurante en termes d'enseignement. Mais même si les universités essayaient davantage de s'adapter à ces modes de travail, à ces nouveaux types de services, le marché lui-même, dans les années 2020, est passé à un autre niveau de demande. C'est-à-dire que l'automatisation et le travail basé sur les données a commencé à émerger. Évidemment, la question de la traduction machine neuronale, qu'on appelle encore le TAN, a fait son bout de chemin. La post-édition s'est renforcée, la question de la qualité également a commencé à poser problème sur le marché. Les questions de sécurité des données, les questions d'éthique se sont renforcées et tous ces éléments ont forcé l'émergence de nouveaux outils et également forcé les agences à développer des méthodes d'innovation continue. Alors, évidemment, les universités sont plus ou moins obligées, avec les ressources non seulement humaines, mais également infrastructurelles dont elles disposent,
et on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas elles n'éprouvent pas de difficultés à atteindre leurs objectifs, doivent intégrer ces nouvelles compétences dans non seulement dans leur programme pour rattraper les problématiques du marché, mais elles doivent plus ou moins s'adapter à la nouvelle demande sur la base de ce schéma, c'est-à-dire la culture de l'intelligence artificielle. Est-ce que les étudiants comprennent les technologies de l'intelligence artificielle? Quelles sont les capacités et comment développer ces capacités? Il faut enseigner les limites euh, et l'usage éthique des outils ou de l'intelligence artificielle en traduction et en interprétation. Voilà les nouvelles demandes, évidemment, du marché auxquelles l'université doit se plier. Pour ce qui est de la post-édition, les programmes devraient plus ou moins revoir leur copie en termes d'enseignement si déjà la post-édition était déjà dans les enseignements, il faudrait revoir à la hausse les méthodes d'enseignement de cette post-édition-là. Pour ce qui est des flux numériques, évidemment, la maîtrise des outils d'aide à la traduction, la gestion terminologique, le fonctionnement des plateformes cloud, la maîtrise des environnements numériques collaboratifs sont des éléments auxquels les universités, évidemment les jeunes traducteurs ne peuvent plus échapper si si ces universités veulent véritablement mettre en conversation la demande et l'offre. Évidemment, pour la question de l'interprétation simultanée à distance, c'est un autre exercice en termes de curricula qui nécessite le développement des aptitudes linguistiques, techniques, interpersonnelles pour, n'est-ce pas, viser une interprétation de qualité ou dans des conditions hybrides ou alors des conditions virtuelles. Évidemment, beaucoup vont se poser la question avec le peu de moyens dont disposent souvent ces universités et ces programmes, est-ce que ce ne serait pas un peu utopique? Alors, c'est pas. Nous faisons simplement un état des lieux. Le reste revient en qualité de recommandation à ces programmes-là. La question de la traduction neuronale, évidemment, elle est presque inconnue dans ces programmes, mais il est important que je souligne ici que cette traduction neuronale elle peut être enseignée de manière théorique, c'est-à-dire les fondamentaux de la traduction neuronale, parce qu'on ne peut pas utiliser un outil d'aide à la traduction si on n'en comprend pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire la compréhension de ces systèmes de traduction neuronale, les méthodes d'évaluation des données, déjà, les méthodes et les fonctionnements des productions faites par des ordinateurs. Pour ce qui est de la localisation, il faut comprendre que les contenus aujourd'hui sont davantage culturels et spécifiques. Et ces spécificités sont de plus en plus ramifiées. Donc, même l'enseignement de la localisation doit être revu à la hausse en termes d'offres par ces universités. Enfin, évidemment, l'entrepreneuriat qui porte sur la construction des aptitudes commerciales, la gestion des projets, le marketing, le freelancing et le développement durable des carrières. Alors, c'est là une sorte de panorama entre ce qui est attendu et ce qui est sur le marché. Autrement dit, si un jeune diplômé n'a pas été formé pour maîtriser ces
ces compétences requises aujourd'hui sur le marché, il sera difficile pour celui-là de se retrouver véritablement sur le marché et de produire, ou alors et de pouvoir se vendre et durer et rester durablement sur le marché de la traduction. Alors, aujourd'hui, le plus important, c'est l'apprentissage indépendant parce que la, comment dire, les programmes en Afrique répondent certainement, enfin sans doute au processus de Boulogne, le système LMD, qui nécessite requiert que les programmes soient modifiés tous les 3 ans. Mais le marché de la traduction n'attend pas. Ça veut dire que très vite, le marché, ou du moins le marché va plus vite que les programmes. Et c'est pour ça que les jeunes diplômés eux-mêmes doivent pouvoir rentrer dans un processus d'apprentissage indépendant. Nous avons mené une étude dans le cadre de ce paysage de la tradition de l'interprétation d'Afrique subsaharienne. Et les résultats montrent que les jeunes diplômés qui s'en sortent bien sur le terrain continuent d'apprendre après l'université en utilisant par exemple des tutoriels en ligne, des cours courte formation, ceux qui multiplient les certifications. Et véritablement, cette expérience devient essentielle et complémentaire avec leur formation. Beaucoup de jeunes diplômés que nous avons interviewés nous ont confié qu'il est important aujourd'hui que l'étudiant ou que le jeune diplômé, ou alors les capitales, qu'il ait des aptitudes technologiques après la diplomation. Sinon, ils ne font pas long feu sur le marché. Alors, on conclut ici en disant que l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil et non comme une identité. L'intelligence artificielle a changé les flux de travail, mais n'a pas éliminé le jugement humain. Je crois que mes collègues panélistes pourront en discuter davantage. Je laisse ça à leur appréciation. Alors, les nouvelles compétences, le nouveau cadre de compétences professionnelles, à mon avis, requiert quatre alors, s'organise en 4 grands types de compétences chez le jeune diplômé aujourd'hui qui veut véritablement rentrer dans le monde de l'intelligence artificielle et de la traduction. La compétence académique, la compétence technologique, la compétence professionnelle et enfin la compétence humaine. Une fois que la compétence académique est acquise, c'est-à-dire la gestion des langues, de la culture et la capacité à mener de la recherche, il faut y associer un pourcentage assez important, la maîtrise des outils d'aide à la traduction, la maîtrise de l'intelligence artificielle et surtout la compréhension du fonctionnement de ce qu'on appelle la post-édition. Évidemment, les compétences professionnelles et humaines vont plus ou moins de soi. Donc, il s'agit ici de ne pas trop romantiser la profession, engager sa carrière avec beaucoup de pragmatisme parce que plusieurs jeunes diplômés commencent leur carrière en dehors des cabines de conférences auprès de spécialistes ou d'interprètes déjà aguerris. Beaucoup également commencent dans des organisations, des agences de traduction ou même dans des services étatiques. Ces expériences ne sont pas mauvaises, mais elles permettent davantage de créer des réseaux et une expertise. Mais cela ne signifie pas qu'elles nous éloignent de l'intérêt que nous devons porter
à l'intelligence artificielle. Je prends un exemple simple. Nous savons tous que lorsque les jeunes diplômés font le concours d'intégration et se retrouvent dans des ministères au Cameroun, la question des outils d'aide à la traduction parfois n'est plus aussi intéressante, ou alors ils ne sont plus trop exposés à ces outils-là. Et ça peut devenir plus ou moins une tare, parce qu'après, lorsqu'on veut migrer vers un autre espace, un autre champ organisationnel, on peut rencontrer ces difficultés-là. Alors, je crois que je pourrais m'arrêter en disant que les programmes de formation en Afrique, plus particulièrement ceux de traduction et d'interprétation, ont de très bonnes fondations. La profession est diversifiée, mais il y a encore beaucoup de pas faire en termes d'adaptation, et l'apprentissage continu constitue la porte, n'est-ce pas, d'espoir pour les jeunes diplômés. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, Nadine. Merci déjà de m'avoir permis de tenir mon propos. Merci. Thank you. Thank you so much, Doctor. Professor, rather, I'm sorry. And just before I hand the floor, I'd like to ask just one question. You talked about the fact that, well, most institutions have included a few curricula into their translation and interpretation programs. Now, my question for you is, do you think, or are subtitling and transcription taught in school with industry standard tools or just as generic concepts? Alors, si j'ai bien compris votre inquiétude, c'est est-ce que le sous-titrage ou alors l'intérêt du sous-titrage peut être celui à la même hauteur que les autres par rapport à l'intelligence artificielle. Je vous répondrai en disant que euh, il y a particulièrement, il y a deux sous-branches de la traduction qui sont encore plus ou moins protégées, ne sont pas encore très envahies par les conséquences de l'intelligence artificielle. Et c'est notamment les domaines de la localisation et du sous-titrage. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné ces deux sous-branches-là. Il y a encore une forte prégnance de la présence humaine nécessaire dans la pratique du sous-titrage, de la localisation et de la transcréation. Voilà. C'est encore des sous-branches suffisamment bien protégées par le jugement humain. Voilà. Okay, thank you so much for your invaluable insight and for your sharing. Thank you so much, Professor. So, ladies and gentlemen, dear panelists, would like to remind us that interpretation services are available. In order to have access, please click on the globe icon and choose the